Le texte que nous allons vous présenter est d'Olympe de Gouges, écrivaine du XVIIIe siècle, née en 1748 et morte exécutée en 1793. Ce texte, c'est la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, publiée en 1791, longtemps oubliée, puis republiée en 1986. Ce texte est un pastiche de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et, à ce titre, constitue un exemple argumentatif intéressant. Nous pourrions donner à ce texte, les articles 1 à 10, la problématique suivante: comment, en réalisant un pastiche, l'auteur met en lumière un manque très important de la Déclaration des droits de l'homme, qui est les droits de la femme. Parmi les mouvements du texte que nous pouvons indiquer, il y a des articles 1 à 5, l'expression de la nécessité de l'égalité, et des articles 5 à 10, comment cette égalité doit être transcrite juridiquement dans la loi. Je vais maintenant procéder à la lecture du texte. Article 1er, la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. Article 3, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Nul corps, nul individu ne peut exercer l'autorité qui n'en émane expressément. Article 4, la liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. Je vais m'interrompre ici pour la lecture et je vais passer à l'explication linéaire. L'article 1er affirme dès le départ cette nécessité d'égalité entre l'homme et la femme avec deux adjectifs attributs, libre et égal, avec des verbes attributifs qui sont naît et demeure, très importants, puisque le XVIIIe siècle, la société de l'Ancien Régime était fondée sur une inégalité de naissance entre les individus. Ici, on affirme tout au contraire, comme la Déclaration des droits de l'homme, l'égalité de naissance et surtout l'imprescriptibilité des droits entre l'homme et la femme. On notera que femme est dotée d'une majuscule et donc élevée au rang de concept philosophique, alors que l'homme garde une minuscule puisqu'il s'agit bien de dénoncer le sexe masculin. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Olympe de Gouges conserve la phrase de la Déclaration des droits de l'homme intacte. L'article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. On notera que la femme et l'homme sont cette fois-ci dotés d'une majuscule importante, puisque l'égalité suppose une égalité dans le concept. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, énumération, et surtout la résistance à l'oppression. L'adverbe « surtout » montre bien que Olympe de Gouges est une femme de combat et que ce texte, tout pastiche qu'il est une argumentation. Surtout, va isoler dans l'énumération cette notion de résistance à l'oppression. Ici, il ne s'agit pas de l'oppression despotique d'un pouvoir royal que les révolutionnaires ont beaucoup dénoncé. Il s'agit de la première de toutes les oppressions, celle des hommes sur les femmes, idée qui sera reprise dans l'article 4. L'article 3, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. On notera que le mot de nation est un mot nouveau au XVIIIe siècle, qu'il désigne en France une communauté d'hommes unis par cette volonté de vivre un destin commun, et
Olympe de Gouges va, par une proposition relative qui introduit une périphrase, en faire une définition intéressante et très différente. La réunion de la femme et de l'homme. Cette idée que la société repose sur un socle essentiel qui est l'union de la femme et de l'homme est tout à fait nouvelle et assez absente de la Déclaration des droits de l'homme. Pourtant, la société moderne nous indique bien que cette communauté de destin se vit d'abord au niveau individuel et au sein du couple, et qu'elle produit un concept que l'on entend beaucoup de nos jours, celui de valeur. Olympe de Gouges se fait ici visionnaire en indiquant que le couple est un socle de la société et qu'à ce titre, la nation découle quelque part de lui. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Déjà, de façon implicite, Olympe de Gouges a une première exigence qui sera reprise ensuite beaucoup plus clairement. La femme doit pouvoir voter et participer à la formation des corps et des individus qui dirigent la société. Article 4. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Le mot de tyrannie, le mot de naturel sont des mots des XVIIIe siècle qui désignent la nécessité de, sinon revenir à l'état de nature, de faire intervenir la raison pour s'opposer à toute tentative dictatoriale tyrannique. Les lois de la nature et de la raison, c'est une formule qui est relativement floue, mais qui, ici, a une signification très claire. La femme doit être libre du fait de la liberté naturelle de l'être humain et de la tempérance introduite par toutes les croyances, par la raison, dans toutes les croyances par la raison. L'article 5 va prolonger cet article 4. Olympe de Gouges n'est absolument pas opposée à la croyance religieuse, puisqu'elle utilise l'adjectif divine. En revanche, elle vise dans la dernière partie de la phrase qui constitue l'article « Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ». Elle vise très clairement les contraintes qui ont été faites depuis très longtemps sur les femmes, souvent au nom de la religion, à savoir le mariage ou le couvent. Elle est d'ailleurs l'auteur d'une pièce qui s'intitule « Le couvent ou les vœux forcés » et qui dénonce cette situation. Article 6. Toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement ou par un représentant à la formation de la loi. Vous avez ici un sujet, toutes les citoyennes et tous les citoyens, qui vient très notablement modifier la Déclaration des droits de l'homme en plaçant la citoyenne à égalité avec le citoyen. Elle doit être la même pour tous. La formulation est très claire. On note une volonté d'économiser les mots et d'être très clair pour affirmer ce concept d'égalité. Égalité également dans les emplois et dans les concours, puisque Olympe de Gouges a quelque part prévu cette situation que nous connaissons, où les femmes font tout autant partie de la vie sociale et professionnelle que les hommes. Article 7. La gradation accusé, arrêté, détenu, qui semble très dure, montre bien que le concept d'égalité doit nous affranchir du concept de galanterie ou de protection des femmes. La galanterie pour Olympe de Gouges est un marché de dupes, puisque, en vertu de quelques faveurs, elle réduit les femmes à l'obéissance. Article 8. Il est identique à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et n'en diffère que par le dernier complément aux femmes. Il concerne la non-rétroactivité de la loi. L'article 9 est très court, plus court que celui de la Déclaration des droits de l'homme, et encore une fois, toute femme et toute rigueur, ce parallélisme dans la construction montre bien qu'Olympe de Gouges n'exclut absolument pas les femmes de la rigueur de la loi. L'article 10, qui est le dernier que l'on verra,
est resté célèbre par une formule. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Les droits et les devoirs, l'égalité partout. On notera l'antithèse entre échafaud et tribune. On notera également que le verbe monter a ici un sens métonymique, puisqu'il s'agit de se garantir de l'abus à la fois de la peine de mort et de la privation des droits à participer à la loi. En conclusion, je dirais que ce texte est intéressant parce qu'il proclame une notion tout à fait nouvelle à l'époque qui est celle de l'égalité des hommes et des femmes, et surtout qui nous dit le moyen d'y parvenir, à savoir la loi. Très légèrement dépasser le temps. Bien.